Monsieur le Président. Il me revient de vous accueillir à cette table ronde à laquelle vous avez bien voulu participer. Voici 2 ans, quand vous étiez venu visiter le Salon de l'Automobile, nous étions au début d'une crise financière sans précédent et on redoutait une dépression sans équivalent. Grâce à votre action, grâce à l'action concertée du G20, l'industrie automobile et l'industrie française en particulier a traversé la crise et a pu continuer de préparer l'avenir, c'est-à-dire de lutter contre les émissions, de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la sécurité. Vous êtes aujourd'hui au Salon automobile de Paris, qui s'appelle le Mondial de l'automobile. C'est le premier salon automobile mondial, 1 400 000 visiteurs, plus de 10 000 journalistes, tous les grands constructeurs présents. Et donc c'est un rendez-vous à la fois du grand public et de toute l'industrie automobile mondiale. Et donc vos propos y auront tout le retentissement qu'ils méritent. Merci encore d'être ici. Merci, Monsieur Schweitzer. Donc, si vous voulez, nous allons aborder notre premier thème, qui est le bilan du soutien à la filière automobile dans la période de crise. Je vais faire une petite introduction et ensuite passer la parole aux différents intervenants. Tout d'abord, l'évolution du marché automobile en France et en Europe à partir du début de la crise, à l'automne 2008 et jusqu'à aujourd'hui. La crise de 2008 a très fortement affecté le secteur automobile mondial, européen et français. Certains constructeurs ou équipementiers y ont perdu la vie, d'autres leur indépendance. En France, l'aide de l'État concrétisée par le pacte automobile a été très rapide et efficace, notamment, puisque nous parlons du marché, sur le plan du soutien aux ventes avec la prime à la casse. Mais la situation est très contrastée dans les grands pays européens. Le marché européen, en 2009, il a limité la casse en ne diminuant que de 6%, de moins 1,6%, pardon, mais ceci est dû essentiellement aux bonnes performances en France et en Allemagne. Le Royaume-Uni, l'Italie et surtout l'Espagne connaissent une crise profonde. Quant à l'année 2010, avec la fin des soutiens, elle va se situer, si on peut l'anticiper, sûrement en dessous de la moyenne de la longue période. Le marché français est dans une meilleure situation, puisqu'il a progressé de 10,7% en 2009. L'effet combiné de la prime à la casse et du bonus a été remarquable, et l'on a presque atteint un marché record. Pour 2010, le premier semestre a continué à être soutenu avec des immatriculations de véhicules commandés en 2009. C'est l'effet de la sortie en sifflet de la prime à la casse particulièrement judicieux. Ensuite, les choses se gâtent un peu, mais moins que redouté. Nous avons eu ce matin les chiffres de la période du semestre et de la période et du mois de septembre. À ce jour, les chiffres sont de moins 8,10% pour le mois de septembre, mais de encore 0,82% pour les 9 premiers mois de l'année. En année pleine, donc, le marché devrait revenir à une configuration d'avant 2009, c'est-à-dire un marché français bien supérieur à 2 millions de voitures. Faisons maintenant un focus pour conclure sur l'environnement. Grâce au système bonus-malus, le marché français est devenu le plus vertueux d'Europe en émissions de CO2. Il est à égalité avec le Portugal, pays beaucoup plus petit avec des voitures beaucoup plus petites, à 130,1 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, c'est-à-dire plus de 10 grammes meilleur que la moyenne européenne qui est à 141 grammes. Ceci est dû, je veux le dire, notamment à l'offre des constructeurs français qui ont profité de cet effet d'environnement et de bonus-malus. Et cette offre, elle n'est pas limitée évidemment au marché français. Et cette offre de véhicules peu émetteurs au CO2 permet aux constructeurs de développer leurs ventes dans toute l'Europe et en dehors d'Europe. Maintenant, je passe la parole à M. Claude Cham, président de la Fédération des équipements de véhicules, FIEV, et président de la plateforme automobile, qui va nous présenter les actions menées pour structurer la filière. Peut-être, si vous le permettez, M. le Président, je voudrais dire un ou deux mots. Quand nous avons annoncé des mesures sans précédent de soutien à la filière automobile, nombre d'observateurs médiatiques français et étrangers ont violemment protesté. Et il est toujours bon
de faire calmement un point pour voir d'où on vient, par où on est passé, et qui, dans la période, a tenu ses engagements ou a dit des choses qui sont avérées être des contre-vérités. Je ne dis pas ça pour mettre en valeur l'action du gouvernement, je dis ça parce que les erreurs du passé éclairent l'avenir, mais ce qu'on réussit dans le passé, ça éclaire aussi l'avenir. Et est-ce qu'on va continuer ou pas? Quand j'ai annoncé les primes à la casse, il y a eu en Europe, je le dis notamment à nos amis présidents de groupes étrangers, à qui je souhaite la bienvenue, un tollé dénonçant le nationalisme français. Vous vous en souvenez? Non, parce que vous n'en aviez pas parlé. Donc, je me suis dit, il l'a oublié. Il y a quelque chose qui s'est passé, on n'a pas vécu dans le même monde. Il faut dire les choses, il faut rappeler les choses, il faut les dire. Et à ce moment-là, une fois de plus, on a décrit une France isolée en Europe, une France qui regardait le passé, une France qui n'avait pas compris les enjeux de l'avenir. C'était ça, quand j'ai annoncé la prime à la casse. C'était cela. Et puis après, il y a eu les faits. La quasi-totalité des grands marchés nous ont suivis sur les primes à la casse, et ceux qui ne nous ont pas suivis le payent aujourd'hui. La prime à la casse, je veux le dire aux Français, entre 2009 et 2010, il y a eu 1 million de primes à la casse. 1 million. Ce n'est pas un succès, c'est un triomphe. Ça a représenté 725 millions d'investissements pour l'État. Je parle sous le contrôle de Jean-Louis Borloo, dont l'action a été absolument remarquable en la matière. Si je retire le malus, parce qu'il faut que je sois honnête, parce qu'en plus de la prime à la classe, on a fait le bonus et le malus. C'est 1,5 milliard d'euros qu'on a mis en plus. On a fait la prime à la casse et on vous a mis le bonus-malus. Et comme les acheteurs français ont été fantastiques, ils ont adhéré complètement, et c'est là d'ailleurs où on voit les choses. Et ça me donne beaucoup d'optimisme, c'est que l'incitation vaut beaucoup mieux que l'interdiction. Et je le dis, M. Fels, pour qu'on le sache bien et qu'on comprenne dans l'avenir ce qu'on doit faire. L'interdiction n'amène rien en la matière, l'incitation amène tout. Bien sûr, ça nous a coûté 1,5 milliard d'euros en plus de la prime à la casse, mais ça nous permet d'être le premier marché, des grands marchés européens, sur le bilan écologique de notre parc automobile, avec une baisse très importante des émissions de CO2. Nous avons un parc maintenant moderne, qui émet peu d'émissions. C'est donc un succès économique et c'est un succès écologique. Et pour moi, le responsable, c'est le Grenelle de l'environnement. Et le paradoxe exceptionnel, c'est que l'automobile est l'enfant le plus prometteur du Grenelle de l'environnement. Voilà où je voulais en venir, pour le dire. L'automobile, vous étiez vécu comme ceux qui polluaient. Grâce au Grenelle de l'environnement, à ce que nous avons fait et à la façon dont vous avez su réagir, vous les industriels, l'automobile et le salon de l'automobile et la construction et l'industrie automobile est devenue l'industrie qui s'est adaptée le mieux, le plus rapidement, avec les meilleurs résultats aux contraintes écologiques. Ce n'était pas évident, M. Fels. Ce n'était pas évident. Alors, je vous remercie de ne pas en avoir parlé parce que ça me permet de me déployer totalement. Et pourtant, c'est vrai. C'était extraordinaire, c'est moi qui dis du bien de vous, alors que je ne suis pas encore de la filière. Bon, voilà. Donc je tenais à m'en expliquer, à le dire. Ce n'est pas du nationalisme, ce n'est pas du protectionnisme. C'est simplement que la filière automobile, tout métier confondu, c'est 10% de la population active française. Je veux dire les choses pour être bien entendu. Jamais je n'accepterai la désindustrialisation de la France. C'est clair. Que chacun le note bien, car il n'y aura, de ma part, aucune faiblesse en la matière.
gagnez des parts de marché, devenez des intervenants mondiaux. Mais la France veut garder une partie de sa production industrielle, notamment dans l'automobile. Nous ne céderons jamais. Je veux que le message soit parfaitement entendu. Et tout ce qu'on fait, ce n'est pas simplement pour que vous créez des usines à l'autre bout du monde. Je veux qu'on soit clair, bien clair entre nous. Créer des usines pour gagner des parts de marché, formidable. Mais fabriquer à l'étranger pour vendre en France, non. Voilà. C'est la limite absolue. Deuxième remarque. Les grands chefs d'entreprise parlaient des entreprises mondes. Comprenez des entreprises qui n'avaient plus de nationalité. Et comprenez qu'ils n'avaient plus besoin des États, qui appartenaient au monde entier. Mais par un phénomène extraordinaire, quand la crise est venue, les entreprises qui avaient perdu leur nationalité dans la croissance l'ont retrouvée dans la crise. Et alors, c'est fantastique, il n'y en a pas un seul qui a hésité. Vous avez retrouvé spontanément le chemin de la nation. C'est-à-dire, pour le partage des bénéfices, on m'explique qu'il faut les localiser là où l'imposition, ce que je peux comprendre, est la moins pénalisante. Mais quand il y a la crise et que nos amis banquiers ne vous prêtent plus d'argent, personne ne s'est trompé de bureau. Tout d'un coup, sa nationalité est revenue comme une évidence. Et c'est une évidence, en effet, qu'il en va des individus comme des entreprises. Elles ont une histoire. Elles ont une identité. Une identité. Elles ont un terreau. Et il n'existe pas d'entreprise qui puisse durablement rayonner à l'international si elles ne sont pas fortes sur leur marché d'origine. D'ailleurs, les Chinois le comprennent bien, les Indiens le comprennent bien, les Brésiliens le comprennent bien, les Européens ne doivent pas l'oublier. Voilà. Et je ne regrette nullement le prêt de 6 milliards d'euros que nous avons fait à PSA et à Renault, parce que certains banquiers, paralysés par la crise, qui pariaient sur vous quand ça allait bien, pensaient que le métier était fini au bout de 2 semaines où ça allait mal. Donc plus personne ne vous prêtait de l'argent. On s'est pas mal trouvé d'ailleurs de vous prêter de l'argent. Ça nous a rapporté, à la minute où je parle, 370 millions d'intérêts. Je préfère que vous les versiez à l'État plutôt qu'à vos banquiers habituels. Et d'ailleurs, sur les 6 milliards, je veux le dire aux Français, les entreprises françaises que sont PSA et Renault, vous en avez déjà remboursé 2 milliards. Donc prenez votre temps. Mais je le dis parce que je le dis parlant devant M. Varin et M. Gons parce que ils ont été des partenaires exigeants mais loyaux, et je n'ai rien à cacher, rien. Vous voyez, je n'ai même pas. Je pense que ce qu'on a fait pour vous sauver, il fallait le faire. Parce que le marché dans lequel je crois n'a pas de vision à long terme. Il n'a aucune vision à long terme. La vision à long terme, elle doit être portée par un État stratège. Et je ne dis pas ça parce que l'État a 15% de Renault. Je dis parce que l'État est légitime à poser une stratégie industrielle, ce qui ne veut pas dire qu'on vous empêche de diriger vos entreprises. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais c'est ça un bon accord. Vous aviez besoin de nous, on a été là, mais on a besoin de vous aussi pour rétablir une production automobile en France. Bon. Sur l'activité partielle, M. Faël, c'est encore 150 millions d'euros que l'État a mis pour la filière. Pour la filière. Parce que moi, je crois à l'activité partielle. Et je parle d'activité partielle, je refuse de parler de chômage partiel. Qu'est-ce que tu fais, dit-on à son ami? Je suis au chômage partiel. Non, je suis en activité partielle. Arrêtons de donner sans arrêt priorité à l'assistanat, au chômage, à l'arrêt d'activité. Non, bon, mais on garde un lien
avec son entreprise. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Et on continuera, M. Fels, à être aux côtés de nos constructeurs. Mais on veut des partenaires loyaux. On continuera à être aux côtés des filières. Mais on veut qu'on pense aux équipementiers, aux sous-traitants. Parce qu'il y a eu parfois des attitudes scandaleuses à l'endroit des sous-traitants, que certains donneurs d'ordre ont obligé à délocaliser, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Ce n'est pas ma conception des choses. Hein, il y a dans la filière, il y a les gros, il y a les moyens, puis il y a les petits. On n'a pas à tordre le cou aux petits. Les petits doivent faire des efforts pour être compétitifs, mais faisons en France comme on fait partout ailleurs dans le monde. C'est une équipe, et on a besoin des équipementiers. On a besoin des sous-traitants. Et au fond, on a voulu de cette crise vous dire, voilà, on est derrière vous, on est avec vous, pas simplement dans les discours, pas simplement pour faire les inaugurations, il faut avoir l'air intelligent devant une belle voiture, c'est pas... Je veux dire, non, la belle voiture, elle a l'air intelligent, bon, il faut se concentrer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'avoir une vision. Que va devenir l'industrie automobile dans les 20 prochaines années? Comment on peut vous aider à prendre le tournant de l'électrique? On en parlera. Comment on peut garder un tissu industriel, un appareil industriel? Comment on peut renforcer votre compétitivité? Hein, mais pour moi, c'est ça la problématique. Hein, vous comprenez? Donc, on ne veut pas diriger vos entreprises à votre place, on en serait incapable, moi le premier, et ce n'est pas notre rôle. Mais la vision qui ne se réduit pas au seul marché. Le marché, c'est très important. Mais le marché, pour une vision, c'est insuffisant. Parce qu'il y a autre chose qui s'appelle les hommes. Voilà, c'est ça qui compte. Et si j'avais laissé faire la dérive, hein, c'est la totalité des voitures auraient été fabriquées à l'étranger. Et alors, qu'est-ce que je dis aux contribuables français? D'utiliser 6 milliards pour vous aider si la totalité des voitures est fabriquée à l'étranger. Quelle est ma légitimité? Quelle est ma légitimité pour demander cet effort aux contribuables français? Voilà, je vous parle, vous savez, sans papier, avec mes convictions, mais c'est des convictions dont on aura beaucoup de mal à me faire bouger. Voilà. Hein, merci, Monsieur Fels. Ce n'était pas exactement votre question, mais c'était vraiment ma réponse. Monsieur le Président, sur l'avance de la France dans les aides publiques à l'automobile, je voulais juste raconter un souvenir personnel. Au Salon de Genève, en mars 2009, je me souviens, c'était très net dans mon esprit, d'une conversation dont on était toute l'organisation mondiale, avec tous les pays. Et on avait à l'autre bout du fil, parce qu'il n'avait pas pu se déplacer, notre collègue américain, le décalage horaire, etc. Et il était là à nous demander comment vous avez fait, qu'est-ce que c'est que la prime à la casse, comment est-ce qu'on peut faire. Et ils l'ont fait ensuite, évidemment, en défendant leur marché national, le marché base, et Cash for Clunkers, ça s'appelle comme ça là-bas, et ils l'ont fait. Mais bien sûr, mais il n'y avait pas d'autre solution. De la même façon, on en a parlé avec Jean-Louis et Christian Estrosi. Comment on sort de la prime à la casse? Je sais très bien ce qu'il était advenu de la prime Juppé et même de la prime Balladur. Ils l'ont mis trop brutalement, ils l'ont retiré beaucoup trop brutalement. Et nous, on a voulu faire une sortie en sifflet. Là aussi, souvenez-vous, la polémique. Bon, mais cette sortie en sifflet, les chiffres que vous donnez de stabilisation du marché, c'est exceptionnel. Après quasiment 2 ans, 1 an et demi de prime à la casse, c'est exceptionnel. Et quant au bonus, Jean-Louis Borloo pourrait en porter témoignage, j'ai toujours été à ses côtés, y compris contre l'administration de Bercy, pour défendre le principe du bonus. D'ailleurs, la véhicule électrique ne pourrait pas démarrer en France s'il n'y a pas le bonus. Je vous le dis comme je le pense. Et vous le savez parfaitement bien. Parfaitement bien. Parce qu'il y a un moment donné, le marché, c'est bien beau. Mais le marché, avant qu'il ne s'équilibre, il faut qu'il existe. Et s'il n'existe pas, il n'y a pas de produit. Et vous ne pouvez pas sortir vos véhicules. Donc, je conteste l'idée que l'économie de marché interdit à l'État d'avoir une vision industrielle pour porter des projets industriels. Ça s'appelle une démission si on ne s'en préoccupe pas. Sans l'État, l'émergence, et sans Grenelle, l'émergence de la voiture électrique n'existerait pas aujourd'hui. Voilà. Parce que vous produiriez des véhicules trop chers pour un marché inexistant. Donc il faut vous aider jusqu'à ce que le marché
permettre de stabiliser des coûts de production et des prix de vente. Monsieur Cham, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ce qui me concerne, très rapidement, ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est vous rappeler tout le travail qui a été fait pour mettre en place la plateforme de la filière automobile française. Je crois tout d'abord que cette plateforme était un besoin sous-jacent, ancien, et qui a émergé grâce à la crise, à l'occasion de cette crise, et puis à la mobilisation des pouvoirs publics, qui a été très rapide, ainsi que des acteurs de la filière, et sous votre impulsion, dès les États généraux pour l'automobile. La mise en place de la plateforme est allée rapidement aussi, puisque nous avons fait ça en 2 mois, de février à mars 2009, et on voulait adresser 4 points majeurs pour l'ensemble de la filière en forme de meilleure solidarité, meilleurs échanges. Le premier point était le partage entre tous les acteurs d'une stratégie à moyen et long terme, les grands, les moyens, les petits, car la prise de risque est de plus en plus conjointe et il était nécessaire que ceci soit fait d'une meilleure façon. Le deuxième point était améliorer la compétitivité avec la mise en place de techniques dans les petites et moyennes entreprises comme le lean manufacturing. Les problèmes de qualité devaient être mieux adressés. Il fallait surtout, de mon point de vue aussi, anticiper les besoins de compétences pour les métiers de demain, avec l'émergence des nouvelles technologies, les nouvelles exigences en termes environnementaux et sociétals, et donc il fallait adresser ce point aussi. Et enfin, il fallait assurer le respect du code de performance et de bonnes pratiques que l'ensemble des acteurs avaient accepté de signer par la mise en place à l'intérieur de la filière d'un système de médiation propre à la filière automobile. Tout ceci a donc été fait dans ces 2 mois. Dès juillet 2009, les groupes de travail se sont mis en marche et avaient une feuille de route très précise et jalonnée, de telle façon à ce que nous ne créions pas, excusez-moi le terme, un machin et qu'il reste à l'état de propositions non concrètes. Ensuite, nous avons travaillé pendant ces 18 mois et en septembre, pour répondre à la demande de Monsieur le ministre du Travail, nous avons de l'Industrie, excusez-moi Monsieur Estrosi, nous avons mis en place une mobilisation des 11 filières métiers, de telle façon à voir comment nous pouvions mieux dynamiser cette filière, nous pouvions mieux adresser les problèmes qu'elle rencontrait en compte, et nous l'avons fait de double façon, une façon analytique, filière métier par filière métier, et ensuite nous l'avons examiné au plan global de manière à mettre en place ces moyens. De janvier à septembre 2010, une fois que le rapport a été remis le 24 novembre, nous nous sommes mis en marche pour mettre en place au plan régional toutes les conclusions que ce rapport avait été adressé et que Monsieur le ministre a bien voulu entériner. Le premier a été une lettre d'engagement commun entre les donneurs d'ordre des grands constructeurs automobiles, des grands équipementiers, et ainsi que l'ensemble des sous-traitants. La deuxième chose a été de mobiliser au plan régional les ARIA, qui sont les associations automobiles dans chaque région, ainsi que les services de l'UIMM. Enfin, il y a eu la rédaction d'un avenant à la charte automobile de manière à mobiliser les moyens. Et enfin, définir les moyens. Nous avons aussi, à votre demande, Monsieur le ministre, mis en place un processus de meilleure coordination entre les pôles de compétitivité. Et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que la dernière rencontre a permis à ce qu'un accord soit passé entre ces 3 pôles pour qu'il y ait une meilleure fédération. Et enfin, le cabinet de Madame Lagarde récemment a rédigé une circulaire pour mobiliser l'ensemble des préfets sur ces actions. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Le 5 mai, il y a eu une manifestation qui a réuni 500 personnes, acteurs de l'industrie, où les grands présidents des équipementiers, des constructeurs et d'autres plus petits sous-traitants sont intervenus. Et je crois que ça a été, là encore, un temps fort de mobilisation. Alors maintenant, en conclusion, Monsieur le Président, ce que je crois pouvoir dire, c'est qu'en 18 mois, la plateforme automobile, pour répondre à votre souhait et avec la conviction que vous venez d'y mettre, il fallait fédérer. Il fallait que notre automobile française se mette en marche pour conquérir les nouveaux marchés, mais surtout aussi se renforcer sur son propre marché, parce que je suis intimement convaincu, comme vous, qu'il n'y a pas de capacité à pouvoir conquérir si on n'est pas fort chez soi. Et je crois que l'ensemble de cette plateforme aujourd'hui réunit les aspirations de toutes ces personnes. Bien évidemment, tout n'est pas fait. Beaucoup de choses sont encore imparfaites. Et je pense que nous allons continuer à travailler dans cette voie. Néanmoins, je souhaiterais à cette occasion remercier l'ensemble des acteurs qui m'ont soutenu dans cette action pendant ces 18 derniers mois, que ce soit les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants, mais aussi les services publics, les cabinets des ministres qui m'ont épaulé parce que nous avons établi un dialogue, nous avons
réussi à mettre en place cette coopération que vous rappeliez entre pouvoir public et entreprises privées. Bien évidemment, la liberté entrepreneuriale dans ce pays est une chose à laquelle nous sommes tous attachés, mais nous considérons aussi que face à ces nouvelles technologies, l'État français doit nous aider, car nous n'avons pas de naïveté face à nos concurrents et nous savons qu'il faut que nous soyons forts ensemble. Voilà, avec ma conviction, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Non, mais la question de la compétitivité de l'industrie française est clairement posée. Mais, enfin, écoutez, regardez le chemin qu'on a parcouru. Nous avons supprimé la taxe professionnelle. C'est 600 millions d'euros de prélèvements fiscaux sur la filière automobile en moins par an. Écoutez, pardon, je le dis, parce que là aussi on ne m'en parle pas. Imaginez que je vous ai créé 600 millions d'euros de prélèvements de plus. Et vous verriez l'ambiance du salon de l'automobile. Hein. Quand j'ai été visiter vos usines, tous, vous m'avez dit, la taxe professionnelle, c'est 250 € par véhicule produit en France. 600 millions d'euros de moins. Bien sûr que ça a été un débat difficile avec les élus locaux. Mais j'ai expliqué aux élus locaux que les mairies, ça ne se délocalise pas. Alors que les usines, ça se délocalise. Le crédit impôt recherche, c'est 260 millions d'euros par an pour la filière. Entre le crédit impôt recherche que vous utilisez très bien, et qui consiste pour l'État, quand vous dépensez 100 pour la recherche, à vous en rembourser 30, qui est le meilleur système fiscal du monde pour la recherche, et la taxe professionnelle, c'est près de 900 millions d'euros par an de soutien direct à la filière automobile. Et je ne compte pas les heures supplémentaires défiscalisées, où vous ne payez pas de cotisation et dont vos employés ne payent pas d'impôts. Quand on sera revenu à une production normale, c'est de la souplesse pour vos entreprises. Et je dois rajouter les 143 millions pour l'activité partielle. C'est près d'1 milliard d'euros que l'État mobilise chaque année pour aider les industries, la filière automobile. Mais écoutez, après, il ne faut pas s'étonner que je demande où sont fabriquées les voitures qu'on nous présente. D'ailleurs, un certain nombre de constructeurs étrangers ne s'y sont pas trompés, qui sont venus construire en France. En France. Enfin, ce que nos amis étrangers font en France, peut-être que nos amis français peuvent le faire en France. Bon. Et ce sont des convictions très fortes. Et je le dis à M. Varin comme à M. Gons et à tous les autres, on va poursuivre cet effort. Ce n'est pas un effort d'une année. Ce n'est pas un effort d'une année. Donc, là, je le dis à nos amis étrangers, produire en France, c'est compétitif maintenant. Plus de taxes professionnelles, des heures supplémentaires défiscalisées et le crédit impôt recherche. Hein, la France des 35 heures qui tournait le dos au travail, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, terminé. Voilà, terminé. Bon. Et je le dis pour l'industrie. Mais ce que je ne veux pas qu'il soit terminé, sont les usines. Et comment expliquer d'ailleurs un chef d'entreprise? On lui dit, continuez à produire en France, mais on vous lâche la taxe professionnelle et on vous met les 35 heures. Il n'y a pas de 35 heures à l'étranger, il n'y a pas de taxe professionnelle à l'étranger. Il ne faut pas s'étonner. Les 35 heures ont été un puissant levier pour vous pousser à délocaliser. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Moi qui suis tellement attaché aux usines et qui pense que la France doit garder des ouvriers. 35 heures ont été un levier pour délocaliser. Et la taxe professionnelle était une prime à la délocalisation. C'est la vérité de dire ça. Ce n'est pas le politiquement correct. Et l'effort que nous faisons, je vous le garantis, nous le faisons dans le long terme. Je veux que vous pensiez bien que c'est vraiment du long terme, qu'il y aura une stabilité fiscale, sociale, qui vous permette d'envisager vos investissements sur le long terme.
personne ne reviendra sur les décisions que nous avons prises sur la taxe professionnelle, le crédit impôt recherche et les heures supplémentaires. Personne. Voilà. Et c'est très important que vous compreniez bien que c'est un cadre sur lequel je tiendrai. Voilà. Je veux bien que vous élection, pas élection, crise, pas crise, c'est du long terme. Parce que la caractéristique de l'industrie, c'est que c'est du long terme. C'est du sérieux. C'est des hommes et des capitaux qu'on engage dans des directions. Et la politique économique que nous avons choisie en 2007, elle ne changera pas. Et elle commence à porter des résultats. Voilà. Monsieur Varin. C'est pas votre tour. Pardon. Comme ça. Bon, merci. Je vois un groupe qui est bien organisé, là. Voilà. Parce que le sujet suivant de notre table ronde est centré sur la nécessité de tirer parti de la croissance des marchés automobiles mondiaux pour développer le site France. Et là, bien sûr, vous aurez la parole tout à l'heure, mais c'est maintenant M. Rollier, gérant commandité de Michelin, qui va nous présenter la démarche de Michelin pour développer simultanément les investissements à l'international et en France, afin de bénéficier de la croissance mondiale du marché. Monsieur Rollier. Merci. Michelin est bien sûr une entreprise qui est un petit peu spécifique à l'intérieur de l'industrie automobile. D'abord parce qu'une bonne partie de nos clients sont simplement des gens qui changent leurs pneus, ce qui nous donne une certaine autonomie par rapport aux constructeurs automobiles. Et aussi en France par le fait qu'aujourd'hui 90% de nos ventes sont en dehors de France. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui très tôt s'est internationalisée. Et aujourd'hui, nous sommes évidemment leaders en Europe occidentale, mais peut-être peu savent que nous sommes le leader en Amérique du Nord pour les pneumatiques. Aujourd'hui, Michelin engage et se donne les moyens d'une nouvelle croissance mondiale et simultanément, et c'est évidemment le point principal que je voudrais faire, assoit cette croissance sur une base non seulement industrielle, et je vais y revenir, française, solide et pérenne. Et je voudrais à la fois peut-être rappeler en quelques mots les piliers de cette nouvelle phase de développement de Michelin et ce qu'elle peut signifier pour nous en France et ce qu'elle peut signifier aussi pour la France. Cette nouvelle base, elle a deux piliers qui sont assez évidents, vous l'avez rappelé, monsieur. C'est d'une part, et je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup, le fantastique potentiel de croissance de la clientèle automobile et le développement de la mobilité routière dans tous les pays d'Asie, d'Amérique du Sud et demain d'Afrique. Donc là, évidemment, il y a un potentiel que chacun connaît quand on sait qu'un Chinois a 15 fois moins, il y a 15 fois moins de véhicules par habitant en Chine qu'en France. Mais c'est également fondé sur la technologie et sur le leadership technologique. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister. Je crois que dans notre industrie automobile, y compris pneumatique, la capacité de se différencier par la supériorité technologique reste quelque chose de fondamental. Chez Michelin, nous avons deux leviers dans ce domaine. Bien sûr, dans les qualités permanentes de nos produits, qui sont notamment la sécurité des pneumatiques, mais les enjeux de développement durable sont un nouveau champ de développement pour une entreprise comme la nôtre. Peu savent sans doute que dans le bruit d'un véhicule sur la route, le pneu représente entre 50 et 90% du bruit que fait un véhicule lorsqu'il circule. Et donc voilà un bel enjeu de développement durable. Vous savez sans doute aussi que le pneu représente entre 20 et 40% de la consommation de carburant d'un véhicule et donc ses émissions de CO2. Et là aussi, voilà un domaine où l'industrie pneumatique, comme Michelin, leader technique, trouve un nouveau potentiel, un nouveau relais de croissance. Alors, est-ce que tout ça, et notamment, vous l'avez compris, un développement très international, qu'est-ce que ça peut signifier pour la France? Alors, je voudrais faire quelques points. Le premier, ça signifie le maintien, non seulement en France, mais en Auvergne, d'un siège mondial. Vous avez insisté, Monsieur le Président, tout à l'heure sur les racines, sur ce qui fait la cohésion d'une entreprise. Je crois pouvoir dire que l'existence de ce siège social à Clermont-Ferrand, qui n'est évidemment pas toujours l'endroit le plus simple de la Terre pour diriger un grand groupe, constitue en même temps un creuset et un facteur important de cohésion. Un deuxième élément, quand on peut asseoir sa recherche sur une activité aussi internationale, c'est la possibilité de maintenir à Clermont-Ferrand toujours 3000 chercheurs. 3000 chercheurs, vous avez insisté, Monsieur le Président, sur le crédit d'impôt recherche, je ne vous cacherai pas que c'est un élément que nous avons, bien entendu, intégré dans notre stratégie de localisation de nos chercheurs. Mais être international, c'est aussi, et c'est notre volonté, de conserver une base de production française importante. Ça ne s'est pas fait sans difficulté. Nous avons investi. Nous avons eu des moments difficiles parce que certains sites ne pouvaient pas persister. Je crois que nous avons fait les choses de la manière dont elles devaient être faites.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons un certain nombre d'usines à haute valeur ajoutée qui exportent entre 30 et 90% de leur production. Nous recrutons donc. Et je voudrais un dernier point également peut-être souligner. Lorsque Michelin investit 100 millions d'euros dans un pays pour produire des pneus dans ce pays, il y en a au moins 20 à 25% qui reviennent à des entreprises françaises. Et notamment, vous avez souligné l'importance des petites et moyennes entreprises. Nous avons dans le domaine des équipements, en tout cas les équipements que nous utilisons, des entreprises de taille moyenne et petite qui ont un savoir-faire et une productivité que nous tenons à conserver. Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. Bien sûr, c'est des enjeux pour notre pays, nécessité bien sûr d'avoir un cadre que vous avez rappelé le plus favorable possible. Et de ce point de vue, je me garderai de conclure sur la taxe professionnelle ou sur le crédit recherche, puisque vous l'avez vous-même mentionné il y a un instant, mais ce sont deux leviers fondamentaux. Merci, Monsieur le Président Rollier. C'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée pour la famille Michelin, qui a été si dramatiquement éprouvée à plusieurs reprises. Et puis pour ce groupe qui est porteur de beaucoup de valeurs pour les Français. Réfléchissons ensemble. Est-ce que le fait que Michelin ait son centre de recherche mondial que j'ai visité à plusieurs reprises, à Clermont-Ferrand, c'est un handicap ou c'est une chance? Moi, je pense que c'est une chance. Parce que c'est une entreprise qui a une histoire, qui a une identité, qui a des racines, et qui, à partir de ces racines, part à la conquête du monde. Hein? Michelin sait d'où il vient, sait où il va. Voilà. Ça compte. Et j'ai toujours eu ce sentiment, Monsieur Rollier, quand j'ai été à plusieurs reprises chez Michelin. Avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget, nous avons dit aux différents rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée que sur le crédit impôt recherche, dans le cadre de la discussion budgétaire, on accepterait les amendements portant moralisation, mais on n'accepterait pas la remise en cause. Bon, voilà, c'est pour vraiment que ce soit clair. Enfin, un dispositif fiscal que nous avons inventé en 2007 qui a pris une renommée mondiale en 3 ans et qui marche. Mais ce n'est pas une raison pour le changer. Alors on me dit, les spécialistes de Bercy sont venus me voir, c'est une catastrophe. On avait prévu que ça coûterait 1 milliard, ça coûte 2,5 milliards. Je dis, mais où est la catastrophe? Ça coûte cher. Je dis, non, ça ne coûte pas cher. Parce que ça veut dire que, de nouveau, les entreprises françaises investissent dans la recherche en France. Arrêtez de vouloir des systèmes fiscaux qui ne marchent pas. Et laissez prospérer des systèmes fiscaux qui marchent. Et je souhaite que ça coûte encore plus cher, parce que ça prouvera que derrière, vous investissez encore plus. Voilà. Alors, je ne dis pas, M. Rollier, qu'il ne faut pas changer. Il y a la règle des 75% pour le personnel. Alors peut-être qu'on doit descendre à 50% sur le forfait et accepter d'aller plus loin de 75 sur la justification. Mais vous voyez sur le fond. Et surtout, je crois plus que tout à la stabilité fiscale. Avant même que votre direction des finances ou de la recherche sont habitués à un système que tout de suite, on veut le changer. Mais pourquoi? De la stabilité, de la durée, hein, un cadre solide. Voilà ce qu'il faut à la France. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Ghosn, président directeur général de Renault, qui va présenter sa stratégie internationale et la stratégie produit de son groupe. Je suis l'ordre. Merci. Monsieur le Président, je vais réduire ce que je voulais dire pour une raison très simple, c'est que vous avez déjà dit une grande partie de ce que je m'apprêtais à annoncer. Alors la première chose, c'est que je souscris tout à fait sur le fait qu'il n'y a pas d'entreprise forte si elle n'est pas forte sur son marché. Bon, donc je dirais, un Renault fort, c'est d'abord un Renault qui doit préserver son leadership en tant que marque sur son marché national, la France bien sûr d'abord, mais l'Europe aussi, parce que de plus en plus, le marché national, c'est le pays, c'est ce que vous mentionnez, c'est-à-dire le fief, l'endroit où nous sommes nés, l'endroit où nous avons nos racines, mais c'est aussi les pays environnants, c'est-à-dire qu'il faut être fort dans sa région. Mais en même temps, il faut aussi oser aller à l'international et réussir à l'international. Il faut porter les couleurs de sa culture, de sa technologie, sur tous les marchés du monde, et particulièrement sur les marchés qui sont en train de se développer. Et dans le cadre de l'industrie automobile, c'est un enjeu particulièrement important parce que c'est une industrie qui est en plein chamboulement.
Les États-Unis, l'Europe et le Japon ont représenté 80% des ventes de l'industrie automobile en 1990. Aujourd'hui, on est à moins de 50%. La Chine, il y a 10 ans, représentait moins de 3% des ventes du marché automobile. Aujourd'hui, cette année, elle représentera 23% à elle seule des ventes mondiales du marché automobile, devenant le premier marché mondial. La croissance de l'Inde, du Brésil, du Moyen-Orient, de la Russie, tout cela nous oblige à aller à l'assaut de ces marchés, mais toujours avec une forte identité, parce que qu'on le veuille ou pas, Renault en Chine, en Inde, en Russie, c'est d'abord la France. On regarde d'abord notre identité, on regarde nos produits au travers de nos couleurs nationales et nous en sommes tout à fait conscients. C'est-à-dire qu'il faut en même temps renforcer notre identité nationale, mais en même temps que ce soit quelque chose qui nous encourage à aller de l'avant. Alors, je voudrais revenir aussi sur le fait qu'à chaque fois qu'on va à l'international, notre activité en France s'en trouve renforcée. Alors, c'est vrai que nous créons des usines à l'étranger, essentiellement pour conquérir ces pays, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que cela, nous donnons du travail à notre ingénierie, nous donnons du travail à nos spécialistes produits. Souvent, nous amenons avec nous nos fournisseurs. Je voudrais quand même rappeler le témoignage de plusieurs groupes français qui, quand nous avons fait l'alliance avec Nissan, m'ont dit « ça fait 20 ans qu'on essaye de trouver un marché au Japon, nous ne l'avons obtenu que grâce à vous, parce que Renault a signé l'alliance avec Nissan et que maintenant, on nous écoute. » Évidemment, les portes de Nissan ont été ouvertes, mais les portes d'autres constructeurs japonais aussi leur ont été ouvertes. Alors, je voudrais aussi dire que ça profite à nos fournisseurs français. 42% des achats globaux de Renault, aujourd'hui, se font auprès de fournisseurs qui sont basés en France. Donc, notre développement profite à la France, mais il profite aussi à nos fournisseurs. Je voudrais juste mentionner le fait, vous l'avez dit vous-même, il faut qu'on s'inscrive dans le long terme. Et cette inscription dans le long terme, particulièrement pour la France, ça veut dire que les nouvelles technologies, les produits qui vont porter cette industrie dans l'avenir doivent d'abord être développés en France, et c'est ce que nous faisons. Je ne vais pas revenir sur la voiture électrique, vous l'avez mentionné, c'est un des segments les plus porteurs, qui seront les plus porteurs de l'avenir. Vous avez tout à fait raison de dire, sans les aides publiques, sans une collaboration publique-privée, il n'y aurait jamais eu de véhicules électriques. Nous le soulignons tout le temps, non seulement par l'aide directe à l'investissement, mais aussi par l'aide aux consommateurs, pour l'aider à faire le transfert du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Les aides que le gouvernement français est en train de donner aux consommateurs vont faire que nous allons passer à des volumes très importants de véhicules électriques et après nous ferons le boulot par nous-mêmes. Parce que ça nous permettra de réduire les coûts, de devenir compétitifs et l'aide de l'État peut petit à petit se résorber, donnant naissance à une nouvelle industrie qui sera basée en France. Dans notre cas, comme vous le savez, Renault a pour ambition d'être leader du véhicule mondial, avec son allié Nissan sur le véhicule électrique. Nous prévoyons un marché mondial à terme de 10%, et nous sommes conservateurs. 10% du marché mondial à terme, c'est 8 millions de voitures au bas mot. Aujourd'hui, il y en a zéro, ou à peu près zéro. Il y a 8 millions de voitures à prendre en production et en vente sur le plan mondial, et nous voulons nous positionner là-dessus. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous lançons 4 voitures, pas une. Sur ces 4 voitures, il y en a 2 qui sont basées en France. Il y a celle qui va représenter à peu près les 2 tiers des ventes de Renault en voiture électrique, qui est Zoé, qui sera basée à Flins. Elle sera assemblée à Flins, les batteries seront faites à Flins et le développement se fera au Technocentre. Et il y a aussi Kangoo électrique sur le véhicule électrique, sur le véhicule utilitaire électrique qui seront faits à Maubeuge. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette collaboration ne s'arrête pas uniquement au développement et à la production, elle s'étend à la recherche. Nous allons signer très bientôt un accord avec le CEA qui va travailler avec les équipes de Renault et de Nissan pour développer les batteries de l'avenir, celles qui vont venir après 2014-2015, de façon à réduire le poids de ces batteries et à en réduire les coûts. Donc, le point qui est très important, c'est que l'électrique, c'est une illustration parfaite du fait que c'est l'association entre le public et le privé qui fait émerger des nouveaux marchés, et à partir de là, c'est le marché qui prend son tour. Voilà. Si vous me permettez, d'abord sur le véhicule électrique, je rajoute que nous nous sommes engagés, nous l'État, à acheter 50 000 véhicules. On ne s'est pas engagé à les acheter à Renault ou à PSA. Non. C'est toute la différence entre un marché ouvert et un marché non ouvert. Et vous avez des concurrents et chacun doit pouvoir concourir. Mais, rendez-vous compte quand même, on s'est engagé sur 50 000 véhicules achats groupés. C'est pas rien. Je dirais que c'est presque vertueux, ça. Pas des subventions,
ça amorce un système de construction avec l'amortissement des coûts qui est fondamental. Deuxièmement, sur le véhicule du futur, quand au Congrès, j'ai annoncé le grand emprunt, j'ai vu les tenants habituels et si nombreux de la pensée unique dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été chercher encore ? La France est endettée, il fait un grand emprunt. » Et j'ai vu à longueur d'articles la critique de cela. C'est absurde. Emprunter, c'est très mal quand on finance des dépenses de fonctionnement. Emprunter pour investir, c'est très bien, c'est très vertueux. C'est pas l'emprunt qui est mauvais, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Or, la France, depuis trop d'années, a sacrifié l'investissement au profit du fonctionnement. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que dans le grand emprunt, il y a 750 millions d'euros qui iront soutenir la recherche sur le véhicule du futur. Non, mais vous vous rendez compte ? Enfin, pardon, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas des promesses, c'est des décisions. L'argent est là. Y a-t-il un pays au monde qui aide autant son industrie automobile ? Mais on ne vous aide pas pour que vous gardiez des usines obsolètes, que vous gardiez des établissements où vous produisez à perte. On vous aide dans la compétition mondiale. Mais moi, je ne peux pas pousser le gouvernement à faire ça, et puis on me dit « Ah ben Flins, c'est fini. Ah ben Sandouville, on va fermer. Ah ben Maubeuge, c'est le passé. » Et tout ça, ça n'existe plus. Non, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes. Il y a une tradition ouvrière. Il y a un savoir-faire industriel. Et je ne peux pas accepter que sur les 6 dernières années, la France devient importateur de véhicules, alors que nous avons 2 des plus grands constructeurs mondiaux. J'ai voulu arrêter ce processus. Mettez-vous à ma place. Quand Carlos dit « je veux conquérir le marché chinois », et pour conquérir le marché chinois, il faut créer des usines en Chine, Varin pourrait me dire la même chose, c'est parfaitement évident. Il l'a fait d'ailleurs. Pardon. Non mais, ne me voyez pas, aussi fermé. Ça. Je le comprends parfaitement. C'est même logique, c'est sain. En même temps, je ne suis pas enthousiaste qu'on construise en Turquie des véhicules qu'on vend en France. Je prends un exemple qui n'est pas tout à fait au hasard. Hein ? Voilà. Il faut faire très attention parce que je regarde les dossiers avec beaucoup d'intérêt. Hein ? Donc, comment vous appelez ça ? La traçabilité. Voilà. Hein ? Parce que je veux dire aussi, et tant mieux que nos amis turcs aient de l'emploi et que ça stabilise la société turque qui est un très grand marché. Mais je veux dire, coût des transports. Hein ? Je veux dire, instabilité. Et un certain nombre d'autres éléments. Mais la France doit rester aussi une terre de production. Voilà, c'est pour ça. On en a parlé très franchement. Moi, j'ai pas d'hypocrisie. Et je crois que chacun peut comprendre cette stratégie. Et à partir d'une stratégie claire, peut déterminer ses choix d'investissement. Je serais illégitime à demander ça et à garder la taxe professionnelle. Voilà, c'est pour dire les choses. Totalement illégitime. Illégitime à demander ça et à supprimer le crédit impôt recherche. Voilà, illégitime. Et vous voyez petit à petit se dessiner ce partenariat public-privé dont vous parlez. Mais quand je vois nos amis allemands, comment ils savent protéger leur industrie et leurs partenaires, fantastique. Ah ça, sur la définition du libéralisme, il n'y a rien à dire. Toujours impeccable. Hein. Ça, c'est impeccable. Mais je dis ça par admiration. Mais allez vendre des trains Alstom en Allemagne. Hein? Allez-y. Hein? Enfin, ça Siemens, fantastique. Bon. Vous avez vu ce que font aux États-Unis? Ce qu'ils font aux États-Unis? Avec la fiscalité différenciée selon que c'est produit aux États-Unis et en France. Vous parlez du Japon, pays fantastique, encore
deuxième puissance économique ou troisième, on ne sait pas. Mais enfin, allez pénétrer les réseaux de distribution comme ça, quand vous êtes une entreprise française. Ça se passe tout seul. Donc, le marché européen est un marché très ouvert. Et c'est très bien. Mais moi, je voudrais prononcer un mot qui n'est pas un gros mot, qui est le mot réciprocité. Réciprocité. Nous n'avons pas à nous ouvrir si les autres restent fermés. La réciprocité. Quand nos amis constructeurs automobiles viennent en France, ils sont les bienvenus. Mais allez, quand vous êtes une petite moyenne entreprise, même un grand groupe, pénétrer des réseaux de distribution dans d'autres pays. Vous savez parfaitement que c'est beaucoup plus difficile que dans notre pays. Et nous, non seulement on est les plus ouverts, mais en plus on est complexés. On s'excuse de ne pas l'être davantage. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Voilà. Ça aussi, ce n'était pas dans la question de Carlos, mais Philippe. Bon, Monsieur Vara, et vous pourrez naturellement répondre aux questions, parce que c'est une table ronde. On pourra, à l'issue déjà du deuxième thème, échanger un peu plus avant de passer au troisième. Monsieur le Président, comme cela a été dit, et la visite du Salon le montre, la compétition aujourd'hui dans l'automobile est très vive. Elle est sur les produits, les technologies, les services, et elle est globale. Alors, dans ce contexte, pour le groupe PSA Peugeot Citroën, qui, vous le savez, emploie la moitié de ses collaborateurs en France, c'est-à-dire 100 000 personnes, qui a 4 grands centres de R&D, des centres de style, 11 sites industriels majeurs, qui produit 50% de sa production de véhicules, en exporte la moitié, et 85% de ses moteurs, c'est définitivement un défi et une question. Et nous sommes clairs, le groupe PSA est en passe de devenir un acteur global et il ira chercher la croissance là où elle se trouve. Et nous n'avons pas peur de dire que nos ventes hors Europe, qui étaient l'année dernière d'un tiers, seront à 50% en 2015. Mais ça, c'est par développement de notre présence sur les marchés chinois, latino-américains, russes, et nous ne délocalisons pas, nous développons simplement notre présence sur les marchés en croissance. Alors, est-ce que cette globalisation nuit à notre développement en France? La réponse est clairement non. Il n'y a pas de contradiction, il y a des synergies. Et pour illustrer le propos, et vous l'avez vu sur le salon ce matin, la Peugeot 508 que nous lançons à Rennes, elle est produite dans 6 mois à Wuhan, dans le Hubei, et ceci consolidera Rennes, puisque nous amortirons les frais de développement sur de plus grands volumes. De même, la Citroën C5 sera aussi produite à Rennes, et elle est déjà produite à Wuhan. La Citroën C4, que vous avez vue, elle va être produite en Russie, ça va consolider Mulhouse. Et puis la Peugeot 308, produite en Russie, va consolider Sochaux, qui d'ailleurs a déjà une charge très importante. Alors, dans ce dispositif, notre préoccupation, et compte tenu de alors nos racines profondes, elles sont plutôt franc-comtoises, dans le cas précis, mais depuis 200 ans, nous voulons maintenir notre compétitivité en France. Alors, il faut que nous fassions notre devoir. D'abord, vendre des produits qui se vendent et qui se développent. Et nous avons pris le parti de faire les produits les plus attractifs, d'offrir à nos clients des voitures plaisir pour nos deux marques Peugeot et Citroën, puis aussi le parti de plus en plus d'offrir des voitures vertueuses en matière d'environnement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons déposé l'an passé 1265 brevets en France. Nous sommes le plus gros déposant de brevets en France. Alors, sur le salon, vous avez vu le dynamisme des deux marques, les Peugeot 508 SW Berlin, vous avez vu la C4, la DS4, le premier véhicule hybride 4 diesel, et comme Carlos l'a indiqué, vous savez, le véhicule électrique est un segment d'avenir, nous en sommes persuadés, nous sommes les premiers à faire l'offre commerciale en France sur ce sujet. Et vous avez vu 6 concept cars et des offres de mobilité innovantes. Alors ceci est le résultat d'efforts de recherche-développement que nous avons maintenus à 2 milliards d'euros sans les réduire pendant la crise. Et bien sûr, nous nous inscrivons dans ce domaine dans une vision complètement à long terme. Alors ce n'est pas suffisant de vendre, il faut aussi produire de manière compétitive. Alors, nous faisons des efforts de productivité très significatifs et cette efficacité, elle repose aussi et clairement sur la qualité de notre relation avec nos fournisseurs. Alors avec les 15 grands, mais avec les, comme vous l'avez indiqué, les moyens et les petits, ceci avec le concours du président Cham.
Alors, cette compétitivité, elle repose aussi sur un dialogue social renforcé. Et nous avons pu, à titre d'exemple, signer un accord avec les partenaires sociaux de flexibilité il y a environ 2 semaines. Et ceci nous permet de procéder en 2010 à des recrutements, de 2000 recrutements sur nos activités françaises. Alors, il est clair que nous allons tout faire pour maintenir la compétitivité de notre activité. C'est une condition nécessaire. Je me permets d'ajouter qu'elle n'est pas complètement suffisante. Et vous l'avez évoqué, la taxe professionnelle, le crédit impôt recherche, les mesures sur les heures supplémentaires, ce sont des facteurs extrêmement favorables. Nous avons une préoccupation que nous souhaitons partager parce qu'il faut que le coût du travail en France, au total, ne dérive pas par rapport à ce que nous observons sur certains voisins européens, et notamment nos voisins allemands. Il nous paraît essentiel de renverser une tendance que l'on voit depuis plusieurs années. Alors, Monsieur le Président, nous avons, comme vous le voyez, une vision belle voiture, vertueuse environnement. Nous avons une vision globale, mais avec une forte base française. Ceci dans le respect des valeurs du groupe de développement responsable. Et je suis extrêmement confiant que l'ensemble de la filière, avec le concours des pouvoirs publics, saura relever les défis qui nous attendent. Monsieur le Président, je ne dis pas qu'on est arrivé au bout des efforts de compétitivité. Bon. Et notamment, ma première préoccupation, c'est de rapprocher les systèmes fiscaux allemands et français. Le moteur économique de l'Europe, c'est la première économie d'Europe, l'Allemagne, la deuxième économie d'Europe, la France. Ça ne veut pas dire l'Italie, la troisième, enfin, bien sûr, mais il y a un moteur économique. Nous sommes voisins de l'Allemagne, ils sont nos premiers partenaires, premiers acheteurs, premiers vendeurs, ils sont nos voisins. Je ferai tout, et plus rapidement qu'on ne l'imagine, pour rapprocher nos fiscalités. Parce que ces problèmes de compétitivité, on peut parfaitement les comprendre avec l'Inde et avec la Chine, tant nos modèles sociaux sont différents, et leur laissant le temps, eux, d'augmenter leur standard social. Parce qu'il y a aussi les revendications sur le pouvoir d'achat en Chine. Mais à l'intérieur de l'Europe et entre les Allemands et les Français, c'est beaucoup moins explicable. D'ailleurs, il n'y a pas que pour vous que ça se pose. Les producteurs de lait, quand je les rencontre, me disent on a un déficit de compétitivité, ce qui s'explique aussi par le travail saisonnier et par la façon dont ça est possible. Mais il y a vraiment un problème absolument clé. Nous allons aller vers la convergence, vers l'harmonisation. C'est un sujet extrêmement important. Hein, voilà. Je l'ai bien en tête. On ne peut pas changer les choses en 2 minutes, mais c'est absolument clair que nous avons ça en ligne de mire. Et puis, vous voyez aussi tout ce que je fais pour essayer de limiter les déficits. La réforme des retraites participe aussi de la compétitivité de la France. Pourquoi ? Parce que quelle est la compétitivité de la France si vous avez un régime de retraite qui est totalement déficitaire et qui crée des milliards et des milliards de déficits chaque année qu'on ne puisse pas payer les retraites des gens ? C'est quand même quelque chose. Mais la rupture de compétitivité, Philippe Varin, pour l'économie française, elle est datée de l'année 2000. Vous regardez tous les tableaux, c'est pas moi qui le dis, il suffit de le lire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les 35 heures. Que n'ont pas connu nos amis allemands. Ils ne l'ont pas connu. Donc ils continuent à gagner des parts de marché à l'étranger, pendant que nous, on a fait peser un poids sur l'économie française. Mais qui a payé ce poids ? Qui a payé ce prix ? Les ouvriers ? Les salariés qui ont la moindre formation ? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est eux qui ont payé ce prix-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France ? D'une part, l'Allemagne a fait les réformes plus tôt que nous, et je vois bien le poids des réformes que j'ai engagées, mais l'Allemagne, souvenez-vous des déclarations des syndicalistes allemands en 2000, les 35 heures, disaient-ils, sont une bonne nouvelle pour les travailleurs allemands.
Voilà la vérité. Il y a un moment où il faut regarder les choses. Vous savez, moi, Monsieur le Président, c'est pas de gaieté de cœur que depuis 3 ans, je refuse tout coup de pouce au SMIC. La démagogie, c'est très facile. Hein. Extrêmement facile. Hein. Très facile. Et c'est pas pour rien que l'économie française recommence à créer des emplois à moins de 1,5 de croissance. C'est justement parce que j'ai refusé le coup de pouce au SMIC qu'on a fait le choix de l'activité partielle, qu'on a fait le choix de travailler plus. Les chiffres qu'a publié l'INSEE hier, alors personne n'en parle, évidemment ils sont bons. Pourquoi en parler, ils sont bons. Voilà. Ils seraient mauvais, alors là, ce seraient les gros titres absolument. Qu'est-ce qu'ils disent? L'économie française repart. Au 2e semestre, ils pensent qu'on sera les meilleurs en Europe. 1,6 en 2010 de croissance. Quand on a fait les premières prévisions, le consensus des économistes était à 0,75. Quand j'ai annoncé 1,4 de croissance, prévision gouvernementale, on m'a dit vous n'y arriverez jamais. 1,6. Les déficits, on avait prévu 8,5, on sera à 7,7. Voilà. Et les emplois, 65 000 emplois créés au 1er semestre, on va créer entre 50 et 60 000 emplois au 2e semestre. On disait l'économie française ne crée pas d'emplois avant 2%. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on essaye de faire ce qu'il faut. Donc j'ai besoin aussi que vous nous aidiez dans la compréhension de ces choses-là. Et vous nous aidez en sauvant de l'emploi en France, en étant aussi ouvert à la problématique de la politique salariale. Et je crois beaucoup aux heures supplémentaires. Parce que c'est une façon de donner du pouvoir d'achat à vos ouvriers, à vos salariés, sans plomber la compétitivité de vos entreprises. Hein? Ça aussi, quand même. Hein? On ne le dit pas assez. Vous avez la possibilité de donner des heures supplémentaires sans payer de cotisation et vos employés sans payer d'impôts. C'est quand même extrêmement fort. Voilà. Je dis, ce n'est pas pour moi une question d'idéologie pour dire du mal des uns, pour dire du bien des autres, mais c'est égal. C'est une question de regarder les statistiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il ce déficit de compétitivité entre l'Allemagne et la France? Parce que nous avons eu cette idée de travailler moins alors que les autres travaillaient plus, et que nous avons cette idée que les réformes, il fallait en parler pour les autres et pas les faire pour nous. Ben, ça a changé. Pour ça, moi, je ne suis pas entêté. Quand j'ai dit que j'irais jusqu'au bout que je conduirais cette réforme des retraites parce que c'était l'intérêt des Français, c'est pas par idéologie. C'est parce que je ne peux pas, moi, diriger un pays et dire à 15 millions de retraités, vos retraites ne sont pas payées, ne seront pas payées, parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, à la minute où je parle, il y a 1 500 000 retraités dont les retraites sont payées parce qu'on emprunte à la banque. Moi, j'écoute les manifestations, les manifestants, je comprends la colère, je comprends l'inquiétude. Mais il faut comprendre que le rôle d'un chef de l'État, c'est de ne pas mettre la poussière sous le tapis. C'est de prendre ses responsabilités et de prendre les décisions qu'il faut prendre. Moi, j'ai la satisfaction de penser qu'une fois que la réforme de la retraite sera votée, en 2018, les Français sauront que leurs retraites sont sauvées. Voilà. C'est aussi la compétitivité pour vous. Vous comprenez? Ça compte, ça aussi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est des sujets qui vous concernent. Avant d'aborder le 3e sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre la parole éventuellement? Donc on passe au sujet suivant et dernier qui est les enjeux des véhicules décarbonés. Et je cède la parole à Monsieur Gildo Pastor, président directeur général de Venturi. Monsieur Pastor. Merci. Venturi est une PME innovante dont l'activité dans de vitesse à plus de 500 km/h pour la Venturi Jamais Contente. Donc il a fallu 101 ans pour que la Jamais Contente de Camille Genazzi avec plus de 100 km/h permette aujourd'hui donc de dépasser donc 5 fois cette vitesse. Record de distance et d'endurance avec un challenge de Shanghai à Paris en véhicule électrique qui est arrivé le 13 juillet dernier à Paris, sans assistance, 2 professeurs des écoles. On leur a donné une voiture, ils ont traversé l'Asie, ils ont traversé l'Europe. Et puis c'est sûrement le plus important, record en termes de production, puisque nous assemblons aujourd'hui en France, alors ça peut faire sourire les grands constructeurs bien évidemment, mais 8 véhicules électriques par jour. Et voilà, donc c'est une période extrêmement intense pour nous. Et Monsieur le Président, nous nous étions croisés il y a 2 ans, le 9 octobre
2008, au pied de ces marches. J'avais à mes côtés un véhicule, un projet de véhicule pour la Poste, projet que nous avons mené avec le groupe PSA, et qui aujourd'hui, donc, ce sont les véhicules qui sont en production en France, 250 véhicules, et le groupe PSA a souhaité, à travers ses marques, dépasser ces 250 véhicules pour exporter dans 10 pays européens. Donc ces véhicules sont fabriqués en France et exportés donc, dans ces pays-là, et la commercialisation a débuté dans ces 10 pays. Voilà, donc Venturi, petit acteur, extrêmement innovant, mais au service des grands groupes et de leur développement, au service du développement du véhicule électrique, et également au service des marques qu'on développe avec beaucoup d'acharnement. Non, mais je connais M. Pastor. Moi, j'admire les gens qui ont cette volonté de réussir et de porter. Puis il fait un véhicule Poste avant d'en avoir vendu un seul à la Poste. Comme ça, vous nous culpabilisez bien. On va se dire, bon. Mais surtout, c'est ça qui manque en France, des entrepreneurs qui veulent développer l'entreprise. Moi, vous savez, M. Pastor, je n'ai pas la... Je crois aux grands groupes, mais je sais parfaitement qu'une économie, c'est aussi des plus petits acteurs qui vont se nicher dans des niches et qui vont devenir des grosses PME. C'est notre faiblesse. On voit tout petit, on voit tout grand. Mais la situation intermédiaire, on n'a pas l'état d'esprit. Et j'aimerais tellement que les grands groupes se disent que notre rôle, c'est aussi d'emmener à l'international des PME, ce n'est pas des concurrents, que c'est une richesse dans notre territoire industriel d'avoir aussi des gens comme vous. Voilà. Et puis, j'aimerais tellement qu'on réussisse à réconcilier la France et la réussite. La France et l'ambition. La France et les projets. C'est pas mal de réussir. Enfin, il n'y a pas de noblesse que dans l'échec. Voilà. Pourquoi ce dont on est si fier pour nos champions, on ne le serait pas pour nos entrepreneurs, hein? Plutôt que de parler toujours de ce qui ne va pas, est-ce qu'on ne peut pas mettre en exergue tous ces gens qui réussissent et qui créent de l'emploi? Vous dites 8 véhicules fabriqués par jour en France, c'est formidable. Ça veut dire des ouvriers qui ont un boulot grâce à vous, M. Pastor. Voilà, c'est très noble de faire ça. Hein? Quand j'entends parler des chefs d'entreprise, je me demande si on parle des mêmes personnes. Chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui donne du travail à ses compatriotes. Qu'y a-t-il comme métier plus noble? C'est assez noble, voyez-vous, de faire ça. Je vais le dire aussi pour les actionnaire. Moi, je préfère les gens qui mettent leur argent dans les entreprises, dans les usines, plutôt qu'ils pensent à le mettre ailleurs pour profiter du bon temps. J'ai rien contre, mais enfin, je préfère ça. C'est noble. L'activité d'entreprise, c'est noble, c'est digne. Donner du travail aux gens, c'est digne, c'est utile, c'est noble. Chaque fois que je vais dans vos usines, j'essaye de vanter le capitalisme familial, le capitalisme entrepreneurial. Enfin, il n'y a pas que le capitalisme financier non plus, j'ai rien contre, mais enfin, il n'y a pas que ça. Et par moments, j'aimerais aussi que vous expliquiez plus vos aventures et qu'on arrête de toujours monter les uns contre les autres. On dit, mon Dieu, ils veulent gagner de l'argent. Mais ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Et tant mieux, le jour où en France, on a des entreprises qui perdent de l'argent, ça ne s'ira pas mieux, hein. Enfin, c'est une idée très originale, je suis à peu près le seul à la défendre, mais enfin, je vais continuer. Voilà, c'est une espèce de volonté de tout critiquer, de tout démolir, de tout détester, de presque un peu tout avilir. Pourquoi? Hein? On a réconcilié l'automobile et l'environnement avec vos projets fantastiques, c'est le Grenelle, j'ai dit, mais il faut réconcilier aussi les gens avec l'entreprise. L'entreprise n'est pas un lieu d'aliénation des personnes. Le travail émancipe, libère. C'est l'absence de travail qui ferme. Hein? Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre après avoir dit un truc aussi original? Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole à Monsieur Henri Proglio, président directeur général d'EDF, qui va aborder le sujet de l'insertion des véhicules décarbonés dans le système électrique français, ainsi que les services développés par son groupe. Monsieur Proglio. Monsieur le Président, l'insertion du véhicule décarboné, ça veut dire le véhicule électrique et son avenir. Je crois qu'on peut dire aussi, on pourrait peut-être faire référence à un sondage qui est tombé aujourd'hui, qui
précise que 70% des Français veulent acheter ou s'intéressent à un véhicule électrique, ce qui est quand même un résultat tout à fait spectaculaire, qui est probablement à la fois lié à une forme d'enthousiasme et de reconnaissance de la protection environnementale, ça c'est sûr, qui est une tendance mondiale, mais qui est aussi la conséquence de ce qui est résumé sous la forme du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire au fond, comme vous l'avez dit, la réconciliation entre l'environnement et l'automobile, et puis une forme d'ambition collective qui porte à la fois le comportement des Français et en même temps une belle aventure industrielle à construire, et je crois que c'est de ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. Alors tout ça est accompagné par les systèmes de bonus-malus qui ont ouvert le marché. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à cet égard, mais qui, je crois, est assez illustratif de la dynamique économique qui, désormais, est la résultante d'une certaine forme d'organisation du système. Le sujet technique de l'intégration et de l'avenir donc de cette aventure industrielle, la France dispose d'atouts tout particuliers. Alors EDF n'y est pas totalement étranger, puisqu'au niveau de la production électrique, c'est quand même de rappeler que 95% de la production électrique française est déjà décarbonée, du fait de la filière hydraulique et bien sûr du formidable atout que constitue la filière nucléaire. Et ça, dans des conditions de compétitivité formidables, puisque le prix de l'énergie en France, de l'énergie électrique, est quand même 40% plus bas que la moyenne des autres pays européens. Et si on se comparait aux prix mondiaux, je pense qu'on aurait des chiffres au moins aussi flatteurs. Et ça, je voudrais aussi qu'une fois, de temps en temps, ça soit rappelé. Deuxièmement, parce que les atouts je parle encore de la production, donc de l'amont du cycle, les atouts de la France sont dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la compétence et dans le domaine de la compétitivité, encore à développer, mais sont déjà extrêmement forts, et que la France sera capable de fournir l'énergie nécessaire aux besoins de la flotte électrique de demain, sans aucune difficulté, et je crois qu'on peut déjà le dire aujourd'hui avec une certaine sérénité. Alors on parle beaucoup de la production, il faudrait aussi passer aux deux autres volets de ce qui constitue la filière, c'est-à-dire la distribution et donc le réseau qui permettent d'amener la charge et donc la possibilité de développer le véhicule électrique. Là aussi, nous sommes préparés, nous sommes prêts. Et nous pourrons mettre à disposition de tout un chacun, qu'il soit entreprise ou individu, les capacités de chargement nécessaires, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient dans les entreprises. Et ça, je crois que c'est un atout qui se mérite, puisque ça sous-tend des investissements extrêmement importants. J'y reviendrai dans quelques secondes. Mais nous sommes prêts de manière sécurisée. Les prix sécurisés seront à la disposition de toutes celles et tous ceux qui voudront acquérir et qui seront utilisateurs d'un véhicule électrique. Et troisièmement, on s'est également engagé de façon extrêmement délibérée dans une politique commerciale, et là c'est l'aval du cycle, qui tient compte à la fois de l'optimisation, c'est-à-dire que les besoins vont transformer les pointes de besoins de consommation, et donc il faudra tenir compte dans l'optimisation des infrastructures de ces nouveaux besoins. Nous nous sommes préparés. Et deuxièmement, nos commerciaux sont en train de mettre au point et offriront, on a signé des accords ce matin avec les deux grands constructeurs français, Peugeot d'un côté, PSA et Renault de l'autre, mettront à disposition des contrats globaux qui permettront l'accessibilité, la compétitivité du véhicule électrique. On voit déjà que, d'ailleurs, en matière de coût de revient, ça sera significativement inférieur aux moteurs thermiques traditionnels. Voilà ce que je voulais dire en rajoutant deux petites choses. La première, c'est que cet effort ne se fait pas de façon isolée, il se fait avec tous les partenaires industriels qui sont ici présents, il se fait aussi avec les collectivités territoriales, parce que les problèmes de mobilité sont aussi des problèmes d'aménagement du territoire. Et là, on retrouve l'esprit du Grenelle ou l'esprit de la coopération. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas entrevoir une filière industrielle qui ne soit pas vue dans un concept commun. Et ces accords, ces démarches vis-à-vis des collectivités territoriales nous amènent à être présents, notamment sur les grands appels d'offres des grandes villes de France. Je n'en citerai qu'une, qui est en cours actuellement. Non, mais c'est une démarche rationnelle qui intègre à la fois toute la filière industrielle et la décision de la collectivité territoriale, parce que cette mobilité urbaine, elle s'organise. Elle ne peut pas se vivre de façon spontanée. Et deuxièmement, c'est la réussite de l'ensemble du système ne sera possible que si on continue à considérablement augmenter les efforts de recherche d'une part, on l'a vu tout à l'heure, et EDF fait partie de ceux qui sont les plus engagés à cet égard. Nous avons des équipes dédiées, nous avons des chercheurs qui y sont associés.
ne serait-ce que sur les problématiques de stockage, donc de batterie, et tous les systèmes, notamment de distribution, et enfin les systèmes de formation. On n'en a pas encore parlé, mais la grande aventure industrielle, elle est française, elle est également mondiale. On exportera cette compétence à l'international et très vite. Et donc il faut qu'on prépare tous les systèmes de formation de manière à ce que la création de compétences soit au rendez-vous des ambitions. Parce qu'une ambition de développement, c'est bien sûr des investissements, c'est nécessaire, et on les fait, mais c'est aussi des compétences, des hommes et des femmes. Ça va dans le sens de l'emploi, mais aussi dans le sens de l'élévation du niveau. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, Monsieur le Président. Oui. Oui, Monsieur le Président, chers amis, le président Proglio m'a tendu la perche. Il a dit tout à l'heure qu'il y avait 70%, c'est le sondage de ce matin, 70% des Français qui sont intéressés, séduits par le véhicule électrique. Ça vient d'où? Ça vient d'une vision. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé d'une France de l'ambition, d'une France des projets. Eh bien, ça vient du Grenelle, de tous les efforts qui ont été faits depuis 2007 pour faire passer un message dans ce pays. Le Grenelle est en train de réussir sous nos yeux, parce qu'il y a une vision à long terme du politique, qui fixe des objectifs, qui donne un cadre, et c'est un cadre qui est ambitieux, donc il nous tire tous vers le haut. Les Français suivent, Monsieur le Président, et les industriels, je suis heureux de l'entendre et d'en avoir confirmation aussi. Merci. Mais ce message-là, quand je reviens du Japon, qui est en tête dans la recherche, dans l'innovation, eh bien, au Japon, ce sont les industriels, Monsieur le Président, les industriels japonais qui me disent on est en état de veille, on surveille tout ce qui se passe dans le monde, dans le véhicule électrique, et on considère que le plan gouvernemental que vous avez mis au point avec le ministre d'État Jean-Louis Borloo en octobre 2009 est le plus abouti à l'heure actuelle dans le monde. Mais si on rajoute, ce sont les industriels japonais qui disent ça, mais si on rajoute que vous avez, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, toutes les aides financières qui ont été mises sur la table, qui sont considérables, sans compter le bonus écologique pour justement ces véhicules décarbonés, si on rajoute qu'il y a des actes qui suivent des plans, avec notamment l'appel d'offres des, vous l'avez dit, des 50 000 véhicules, voire 100 000 véhicules décarbonés, c'est aujourd'hui le premier appel d'offres de ce type dans le monde avec cette importance-là. Bref, j'ai une vision, j'ai des actes. Alors, pour arriver à faire prendre la greffe sur nos territoires français, c'est simple. Il faut des infrastructures de recharge pour que chaque Français qui va acheter un véhicule décarboné puisse être tranquille dans son esprit, dans sa tête. Pas de problème, je vais pouvoir recharger. Et alors, là, on a besoin des collectivités locales. Et là, encore, Monsieur le Président, deuxième bonne nouvelle. Immédiatement, les collectivités de toute sensibilité politique, quand vous leur avez tendu cette perche-là, avec Jean-Louis Borloo et Christian Estrosi, le 13 avril 2010, ont signé sous leur égide une charte. Cette charte, bien sûr, je commencerai par Nice, c'est évident, Angoulême, Bordeaux, Nancy, Orléans, Aix-en-Provence, Grenoble, Rouen, Strasbourg, Rennes, Le Havre, La Rochelle, même Monaco. Le prince lui-même. Bon. Eh bien, cette charte-là fait que ces collectivités s'engagent auprès de l'État pour faire réussir le plan gouvernemental de véhicules décarbonés. C'est quelque chose de fondamental. Alors, l'État s'engage lui aussi avec le livre vert, et vous m'en avez confié, c'est un grand honneur, la présidence. Ce livre vert, il tend d'une part à traiter le volet technique et réglementaire, donc c'est les enjeux liés à la batterie, c'est l'accord sur la réglementation technique de l'infrastructure avec les niveaux de puissance, c'est la définition des connecteurs, c'est le bon usage des recharges, la configuration des stations, et puis vous avez un volet économique et juridique qui est en cours, lui, de finalisation, c'est le calibrage de l'infrastructure de recharge, c'est les frais d'établissement, c'est la tarification, c'est le modèle économico-juridique, et on arrive à l'étude économique sur le point dur qui montre que le coût de déploiement de cette infrastructure ne peut être supporté par le client seul. Il faut effectivement savoir qu'il s'agit d'investissements énormes, très importants, de l'ordre de 75 000 points de recharge publique dès 2015 et 400 000 en 2020. Si on prend les 14 collectivités publiques qui ont signé la charte, les pilotes, eh bien, il y a déjà 25 000 bornes dès 2015 à mettre en place sur le territoire. Et si on englobe les 25 plus grandes agglomérations, cela représente 50% de la population française
et 44 000 points de charge dès 2015. Alors, 3 points dans ma conclusion, Monsieur le Président. 1, c'est une œuvre collective. Et je me félicite que le groupe de travail qui a travaillé sur ce point-là a fait preuve, je dirais, d'une volonté constructive de travail. Et je tiens à remercier d'ailleurs Renault et PSA ici présents qui ont réussi à faire converger leurs positions alors qu'au départ, ce n'était pas exactement le cas. Donc, le livre vert s'inscrit, Monsieur le Président, totalement dans la démarche du Grenelle que vous avez initiée. Ce livre vert est très avancé. Il reste sans doute à déterminer la participation de l'État pour garantir, en partenariat avec les collectivités locales, la mise en place le plus rapidement possible de ces infrastructures de charge. L'enjeu, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, est d'abord environnemental. En France, on fait des projets et on agit. On lutte concrètement contre les gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu industriel majeur pour permettre à nos constructeurs de se positionner comme leader sur les marchés de demain et à notre pays, Monsieur le Président, d'être conforme à son plan de 2009 qui fait de la France, aujourd'hui, la nation la plus en pointe à ce niveau. Mais, merci. Peut-être pour conclure, je dirais à Henri comme à Louis, j'ai bien en tête le plan infrastructure que Jean-Louis Borloo suit avec son dynamisme et son intelligence habituelle. L'État sera au rendez-vous. On peut même envisager de vous aider jusqu'à hauteur de 50%. C'est quelque chose... Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire? J'essaye en toute chose que nous soyons cohérents. Il y a 2 ans, je suis venu ici et on a lancé les premiers éléments de l'ambition du véhicule électrique. Et vous savez, pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans prendre corps. J'étais il y a quelques jours à Saclay, et il y a 3 ans, j'avais dit que Saclay deviendrait le plus grand campus du monde. Eh bien, les bâtiments sortent de terre, les écoles, les universités se réunissent. Il y aura d'ici 6 ou 7 ans 12 000 chercheurs à Saclay. Ce qui compte, c'est qu'en France, nous passions de la religion du discours à l'obsession de la réalisation des discours et des promesses. Voilà. Hein, c'est pour ça, parfois, on dit il continue. Oui, parce que quand je défends une idée, c'est que j'y crois. Et je veux la voir aboutir. Donc, il n'y aurait pas de sens, cher Louis, à vouloir que nos industriels se lancent dans l'électrique et d'être absent du débat sur les infrastructures. Voilà. Tout simplement, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Hein, voilà. Et je veux redire à Jean-Louis vraiment comment on peut être fier, je crois, de ce qu'il y a derrière le Grenelle dans l'environnement qui se traduit. D'ailleurs, c'est une grande satisfaction. Quand je vois que Toyota a choisi la France pour sa Yaris hybride rechargeable, je me dis, mais ils ont réfléchi quand même. C'est pas un hasard. Je veux dire, ce sont des gens qui réfléchissent, qui pensent. Hein. Dans le fond, ça ne doit pas être si... On ne doit pas avoir tellement de problèmes de compétitivité s'ils choisissent là. Pourquoi ils le font? Pourquoi? Je discutais avec Christine Lagarde et Christian Estrosi l'autre jour. 80 centres de recherche de plus l'année dernière en France. Pourquoi? Pas pour nous faire plaisir. Quand je vois des grands groupes comme Google qui disent « Allez, on va mettre le centre européen en France », pourquoi? Pourquoi? Alors, si le monde nous regarde différemment, peut-être nous, les Français, nous pourrions nous regarder différemment aussi. Avec plus d'humilité sur tout un tas de sujets et plus de lucidité sur d'autres sujets. Voilà. Et vous comprenez bien que pour moi, c'était très important d'être ici, pas simplement pour voir les magnifiques modèles que vous m'avez présentés, mais pour expliquer aux Français que l'industrie, c'est pas sale, que les usines, c'est pas des désagréments, c'est du savoir-faire, que l'avenir, c'est pas simplement dans des salles blanches, de la nanotechnologie, c'est aussi dans ces usines où tous les jours, les hommes font ce qu'ils
ils ont toujours fait de mieux, ils créent. Voilà. Et que dans nos villes, dans nos communes, dans nos départements, on ne peut pas avoir que des jardins, des espaces verts. Fantastique, très bien. Mais ce n'est pas ça qui donne de l'emploi aussi. On peut aussi avoir des usines dont on est fier, qui ne salissent pas et qui portent aussi une identité industrielle d'une région. Vous comprenez? Pour moi, le salon de l'automobile, ce n'est pas simplement l'ode à un produit, l'automobile. C'est derrière aussi faire prendre conscience aux gens que derrière tout ça, il y a de la recherche, il y a du travail, il y a des hommes qui ont investi. C'est beau. Et qu'on peut en être fier. Voilà. J'espère que vous avez compris que j'étais content d'être ici et passionné par notre table ronde. Je vous remercie.